Salut à tous les fidèles de la chaîne Smart SVT. Aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie de l'unité 1, à savoir la conversion de l'énergie dans le muscle strié squelettique. Comment le muscle convertit l'énergie chimique en énergie mécanique. Et on va bien sûr commencer par une première partie consacrée aux aspects mécaniques de la contraction musculaire. Et bien sûr, cette partie elle est commune aux deux filières SVT et PC. Les objectifs de la vidéo seront donc les aspects mécaniques de la contraction musculaire. Alors on va discuter trois axes. La secousse musculaire isolée. On va découvrir qu'est-ce que c'est que la secousse musculaire isolée, comment on va l'enregistrer, comment on va l'analyser, etc. Deuxièmement, les simulations d'intensité croissante. Quand on applique des simulations d'intensité croissante sur un muscle, quelle serait la réponse de ce muscle? Et troisièmement, si on applique des simulations rapprochées ou très rapprochées, quelle serait la réponse ou les réponses du muscle? On se voit après l'intro. Un petit aperçu des différents types de muscles. Normalement, on peut subdiviser les muscles en trois grands types. D'abord les muscles squelettiques ou striés squelettiques. Squelettiques du squelette, c'est-à-dire ils sont reliés au squelette, aux os du squelette. Deuxième type, c'est les muscles lisses, par opposition aux muscles striés. Le meilleur exemple, c'est les muscles de la paroi de l'estomac, la paroi des intestins ou les muscles de l'utérus. Et troisième type, c'est le muscle cardiaque, le muscle du cœur. Alors le premier type, le muscle squelettique, on peut les contracter volontairement, donc ils obéissent à la volonté, alors que les deux autres, ils n'obéissent pas à la volonté, ils sont involontaires. Alors prenons le muscle du bras, le biceps par exemple, ou le triceps. Alors il va consommer le glucose, comme tous les autres organes, il va consommer de l'oxygène dans le but de produire de l'ATP. Et l'ATP, il va l'utiliser dans sa contraction. Et bien sûr, il va rejeter du CO2, il va émettre de la chaleur. Et donc le muscle, c'est un très bon organe qui convertit l'énergie chimique de l'ATP, contenue dans l'ATP, en une autre forme d'énergie, c'est-à-dire une énergie mécanique, sous forme d'une contraction. Et donc là, la principale question à laquelle il faut chercher à répondre à la fin de ce chapitre, de cette partie, quel est le plus petit composant du muscle ou de la cellule musculaire, autrement dit, quelle est la plus petite molécule qui est responsable directement de la conversion de l'énergie, c'est-à-dire de l'utilisation de l'ATP. Alors il faut chercher cette molécule, ce composé, et ensuite chercher comment, essayer de comprendre comment il fait pour convertir l'énergie chimique en énergie mécanique. Alors, commençons par la secousse musculaire isolée. Qu'est-ce que c'est qu'une secousse musculaire isolée? Comment on va l'enregistrer? Comment on va l'analyser? Quelle est sa forme? Quelles sont ses étapes? Et ainsi de suite. Alors prenons ce myographe. Donc, comment on va enregistrer la contraction musculaire, l'activité musculaire? Alors à droite, on va commencer par le muscle, bien sûr. Donc après dissection du muscle squelettique. Donc on va laisser un bout attaché à l'os. Le nerf, on va le dégager et on va le relier à un stimulateur. Et l'autre bout du muscle, l'autre tendon, on va le relier à une plaque métallique mobile. Et la plaque métallique mobile, elle est reliée à un stylet inscripteur. Ensuite, le stylet, on va le relier à un cylindre qui a un mouvement de rotation, qui tourne autour de lui-même et qui va nous permettre d'enregistrer le myogramme, c'est-à-dire l'activité du muscle, la contraction du muscle. Il va nous permettre d'enregistrer l'instant de la stimulation et le temps grâce à ce diapason. Alors que le stimulateur, il va nous permettre de stimuler, d'exciter soit le muscle directement, soit le nerf. Alors supposons qu'on va appliquer une seule simulation d'intensité suffisante
Alors, comment va réagir le muscle? Alors, observez bien la réaction du muscle et observez ce qui se passe au niveau du cylindre enregistreur. Vous voyez, à droite, le muscle s'est contracté, donc sa longueur a diminué, il s'est gonflé et il a attiré vers lui la plaque métallique. De l'autre côté, le stylet inscripteur a fait un mouvement vers le haut et donc il a permis d'enregistrer une courbe ascendante sur le cylindre enregistreur. On va arrêter notre stimulation et on va voir quel serait le comportement du muscle et qu'est-ce qu'on va enregistrer sur le cylindre. Vous voyez, à droite, le muscle a repris sa longueur initiale et sur le cylindre enregistreur, on a enregistré une courbe qui traduit la contraction de ce muscle. Donc c'est un myogramme et dans ce cas précis, ce myogramme, on va l'appeler secousse musculaire isolée. Donc il traduit une seule contraction de ce muscle. Alors maintenant, faisons un zoom sur cette courbe, sur ce myogramme et voyons les détails. Alors on voit qu'on peut subdiviser notre courbe en trois grandes phases. Première phase, L, c'est-à-dire phase de latence, suivie d'une deuxième phase qu'on va noter C, c'est-à-dire phase de contraction, et dernière phase, troisième et dernière, la phase R ou bien la phase de relâchement. Et toujours, cette courbe elle est caractérisée par une élévation, une certaine élévation appelée amplitude de la secousse. Donc une secousse musculaire, donc il est composé de trois phases successives, phase de latence, phase de contraction, phase de relâchement, et il est toujours caractérisé par une certaine amplitude. Alors ce qu'il faut retenir de cette première partie, d'abord la secousse musculaire isolée, c'est la manifestation d'une contraction unique d'un muscle strié à une excitation ou une stimulation efficace. Donc une excitation ou bien une stimulation qui a une intensité suffisante pour contracter le muscle. Deuxièmement, une secousse musculaire, elle comporte toujours trois phases. Une première phase qu'on appelle phase de latence, ou bien le temps de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement. Et enfin, une secousse musculaire, elle est toujours caractérisée par son amplitude, qui traduit la force de la contraction. Alors, deuxième axe, stimulation d'intensité croissante. Si on applique des stimulations d'intensité croissante, comment va répondre le muscle? Et là, on va découvrir deux notions très importantes, le seuil d'excitabilité et la loi de recrutement. Appliquons à notre muscle plusieurs stimulations d'intensité croissante. Alors, sa réponse serait la suivante. Alors, vous voyez que la simulation S1 et la simulation S2 n'ont pas donné de réponse, n'ont pas donné de secousse musculaire. Et donc, on va dire, à propos de S1 et S2, qu'ils sont des excitations inefficaces, stimulations inefficaces. Par contre, S3, elle a donné une secousse musculaire. Elle a une amplitude faible, mais c'est la première secousse musculaire enregistrée. Donc on va considérer S3 comme le seuil d'excitabilité ou on appelle également rhéobase. Et à partir de S3 jusqu'à S13, toutes ces excitations, ces stimulations, ils ont donné des secousses musculaires, donc on va les considérer comme des excitations efficaces. Et plus on augmente l'intensité de la stimulation, plus l'amplitude augmente. Et là, on parle de loi de recrutement. C'est la loi de recrutement. Dans les dernières simulations, S10, S11, 12, 13, on voit que l'amplitude des secousses musculaires reste constante, reste stable, même si on augmente l'intensité des stimulations. Alors, ce qu'il faut retenir également de cette partie, d'abord, cette expression de seuil d'excitabilité ou bien rhéobase. C'est la plus petite intensité de stimulation qui provoque la contraction d'un muscle strié squelettique.
Donc il faut toujours déterminer ce seuil, cette rhéobase, quelle intensité on doit utiliser pour avoir une contraction. Deuxième expression, excitation efficace ou bien stimulation efficace. Donc c'est une excitation ou bien une stimulation dont l'intensité est supérieure ou égale au seuil d'excitabilité. Alors si le seuil est par exemple 0,3 volts, toute stimulation qui a une valeur de 0,3 ou supérieure, 0,4, 0,5, etc., c'est une stimulation efficace. Pour 0,2, 0,1 et inférieur, ils sont inefficaces. On parle de stimulation inefficace. Troisième chose, la loi de recrutement. Alors quand on stimule un muscle par des excitations d'intensité croissante, l'amplitude des secousses augmente. Et à partir d'une certaine intensité, et maximale, l'amplitude va rester constante. Il ne peut plus augmenter. Troisième axe, si on applique deux stimulations rapprochées de même intensité. On ne va pas modifier l'intensité, mais on va modifier le temps qui sépare les deux stimulations. Là, on va découvrir soit fusion incomplète des deux secousses, soit fusion complète. Alors voici deux stimulations S1 et S2 assez éloignées et qui ont donné deux secousses musculaires isolées avec l'amplitude A1 et A2. Et on voit nettement que A1 est égal à A2. Ils ont la même amplitude, ils ont la même forme, ils ont la même durée, et donc il s'agit de deux secousses musculaires identiques. Rapprochons maintenant les deux stimulations S1 et S2 de telle sorte que S2 arrive pendant la phase de relâchement de la première secousse. Et qu'est-ce qu'on constate? Que l'amplitude de la première secousse A1 elle est inférieure à A2. C'est-à-dire que la deuxième secousse a une amplitude supérieure à celle de la première. Et c'est comme si le muscle a été stimulé ou bien excité avec une stimulation S2 de plus grande intensité. Alors qu'on a dit que S1 et S2, ils ont la même intensité. Donc on dit dans ce cas que le muscle fait une sommation temporelle. Alors donc si on applique deux stimulations telles que la deuxième arrive pendant le relâchement, on a une fusion incomplète des deux secousses. Les deux secousses fusionnent mais partiellement, incomplètement, avec une augmentation de l'amplitude de la deuxième secousse. Rapprochons encore plus les deux stimulations et voyons ce qui va se passer. Alors maintenant, S2, elle arrive pendant la phase de contraction. Alors qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a obtenu deux secousses musculaires qui ont fusionné complètement. Et donc on a l'impression qu'on a une seule secousse musculaire, alors qu'il s'agit en réalité de deux secousses qui ont fusionné complètement avec une amplitude A3 supérieure à A2. Et donc si la deuxième stimulation arrive pendant la phase de contraction, on a une fusion totale, complète des deux secousses, toujours avec une augmentation de l'amplitude de la secousse. Là également, on dit que le muscle a fait une sommation temporelle. C'est comme s'il a reçu une stimulation S2 de plus grande intensité, alors qu'elle a la même intensité que S1. Alors, ce qu'il faut retenir également de cette partie, quand la deuxième stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la première secousse, il y a fusion incomplète des deux secousses avec augmentation de l'amplitude de la deuxième secousse. Mais si la deuxième stimulation est appliquée pendant la phase de contraction de la première secousse, on assiste à une fusion complète des deux secousses, toujours avec augmentation de l'amplitude. Et là, on parle de sommation temporelle des deux stimulations. Le muscle fait une somme, la somme des deux stimulations, si on peut dire. Troisième axe, plusieurs stimulations plus ou moins rapprochées et de même intensité. Donc on va exposer notre muscle à plusieurs stimulations, rapprochées ou bien très rapprochées parfois, et de même intensité. Et là, on va découvrir deux des termes les plus importants de ce côté mécanique, de cet aspect mécanique de la contraction musculaire.
le tétanos imparfait et le tétanos parfait. Alors, observez bien, quand on applique des stimulations de même intensité, que se passe-t-il dans ce cas? Alors, pour les deux premières secousses, ce sont les témoins. Ce sont des secousses normales. Mais après la troisième, on assiste à une fusion partielle, incomplète des secousses. Et donc, on a plusieurs secousses qui ont fusionné partiellement ou incomplètement. Alors, comment on a obtenu ce type de myogramme? Parce que la stimulation, elle est appliquée pendant la phase de relâchement. Donc, on ne laisse pas le muscle terminer sa phase de relâchement. Alors, pendant qu'il se relâche, on applique la stimulation, il se contracte avec augmentation de l'amplitude à chaque fois. Et donc, quand il entame son relâchement, on applique une autre stimulation, il se contracte, et ainsi de suite, et on obtient ce qu'on appelle une ligne sinueuse. C'est ce qu'on appelle un tétanos imparfait. Tétanos imparfait. Donc, le muscle, il se contracte et il ne termine pas sa phase de relâchement. Il ne se relâche pas totalement. Maintenant, on va rapprocher encore plus les stimulations et on va voir comment on va réagir. Alors, voyez toujours les deux premières secousses sont les témoins. Et on voit qu'après les deux premières secousses, les secousses ont complètement fusionné. Et il est très difficile, voire impossible de distinguer les secousses. Alors tout à l'heure, dans le tétanos imparfait, on arrivait à distinguer chaque secousse de l'autre. Mais ici, c'est impossible de distinguer les secousses parce qu'ils ont fusionné complètement. Pourquoi? Parce que les stimulations arrivent pendant la phase de contraction. On ne laisse pas le temps au muscle de commencer son relâchement. Il est contracté et on applique d'autres stimulations et il va donc rester contracté. Et on obtient ce qu'on appelle un tétanos parfait. Donc le muscle va rester contracté sans phase de relâchement. Il n'y a pas de relâchement. Alors on peut retenir ce qui suit. Lorsque chaque stimulation est appliquée pendant la phase de relâchement de la secousse précédente, il y a fusion incomplète des secousses avec augmentation de l'amplitude. Et dans ce cas, on va parler de tétanos imparfait. Par contre, si les stimulations sont appliquées pendant la phase de contraction de la secousse précédente, on va assister à une fusion complète des deux secousses, toujours avec augmentation de l'amplitude des secousses. Et donc on ne laisse pas le temps au muscle de se relâcher, c'est-à-dire il va rester contracté et on parle de tétanos parfait. Dernier point de cet aspect mécanique, quand on va appliquer plusieurs stimulations éloignées et de même intensité. Donc on ne va pas modifier l'intensité, mais on va éloigner un petit peu les stimulations. Et on va découvrir la notion, ou bien la propriété de fatigue musculaire. Alors, appliquons une longue série de stimulations sur le muscle, stimulation éloignée. Alors au départ, vous voyez qu'on a des secousses musculaires de même amplitude au départ, d'amplitude maximale, mais après un certain nombre de contractions, l'amplitude commence par diminuer, décroissant. Et à la fin, on constate une disparition des secousses, même si les stimulations se poursuivent. Et dans ce cas, la seule explication possible, c'est que le muscle est arrivé à la fatigue musculaire. Il est fatigué, il ne peut plus répondre aux stimulations. Donc il est arrivé à sa résistance maximale. Alors si on compare la première secousse musculaire, alors il a une amplitude A1, il a un relâchement, une phase de relâchement R1. Si je la compare à la dernière secousse musculaire, avec une amplitude AN, qu'on va appeler AN, une phase de relâchement qu'on va appeler RN, on voit clairement que la phase de relâchement de la première secousse est très inférieure à la phase de relâchement de la dernière secousse. Elle dure moins longtemps.
Alors que l'amplitude de la première secousse, elle est beaucoup plus élevée que l'amplitude de la dernière secousse. Et donc, la fatigue musculaire, elle va être caractérisée par deux principales modifications. Une diminution de l'amplitude des secousses et deuxièmement, un allongement de la phase de relâchement. La phase de relâchement va durer plus longtemps. Et c'est ce qu'il faut retenir. Alors, quand le muscle effectue une longue série de contractions successives, il va être atteint de fatigue musculaire. Et donc, la fatigue musculaire, elle est marquée par deux principales modifications. Une diminution de l'amplitude, comme on vient de dire, et un allongement de la phase de relâchement. Et à la fin, si les contractions se poursuivent, le muscle va finir par s'épuiser et ne va plus répondre aux stimulations, c'est-à-dire les secousses musculaires vont tout simplement disparaître. On arrive enfin au test. Donc, comme d'habitude, vous pouvez faire pause à la vidéo, réfléchir avant de consulter les réponses. Alors, la secousse musculaire comprend les phases suivantes. Une contraction et un relâchement. Alors là, il manque quelque chose. Il manque la phase de latence. Donc, petit a, non. Une amplitude, une contraction, un relâchement. L'amplitude ne fait pas partie des phases de la secousse. Donc non, petit b, faux. Petit c, une latence, une amplitude et une contraction. Une latence et une contraction, oui, mais pas amplitude. Donc c, c'est faux également. Petit d, une latence, une contraction et un relâchement, oui. Donc on va choisir petit d. Passons à la deuxième proposition. La fatigue musculaire se caractérise par, alors petit a, le raccourcissement de la phase de relâchement. C'est même le contraire, la phase de relâchement, il va s'allonger, non pas se raccourcir. Donc petit a, non. L'allongement de la phase de contraction. Non, on n'a pas parlé de l'allongement de phase de contraction, donc petit b, c'est faux. Petit c, l'allongement de la phase de relâchement. Oui, ça c'est vrai. Mais voyons petit d, l'augmentation de l'amplitude de la secousse. Alors c'est le contraire, c'est la diminution. Donc c'est petit c qu'on va choisir et on va éliminer les autres. Le deuxième test, répondez aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Alors la phase de latence est la période séparant la stimulation du début de la phase de contraction. Donc tout paraît correct dans cette phrase, donc on va choisir vrai. Deuxièmement, le seuil d'excitabilité est l'intensité de stimulation qui donne une secousse musculaire. Alors ce n'est pas toute intensité, c'est plutôt la plus petite intensité. Le seuil d'excitabilité est la plus petite intensité de stimulation qui donne une secousse. Troisièmement, la loi de recrutement est caractérisée par l'augmentation de l'amplitude des secousses musculaires quand l'intensité des stimulations augmente. Alors tout paraît correct dans cette phrase, donc on va choisir vrai. Quatrième et dernière proposition, on parle de tétanos imparfait lorsque le muscle reste contracté sans phase de relâchement. Tétanos imparfait, alors là non, c'est plutôt tétanos parfait. Dernier test, relier par une flèche chaque expression du groupe 1 à l'unique élément qui lui correspond dans le groupe 2. Alors, stimulation efficace, petit a. Stimulation efficace, alors quel est l'élément qui va lui correspondre le plus dans le groupe 2? C'est petit 3, c'est secousse musculaire isolée. Alors, petit b, deux stimulations rapprochées. Deux stimulations rapprochées, il ne peut correspondre que 5. Deux secousses partiellement fusionnées. Pour petit c, plusieurs stimulations éloignées et de même intensité. Plusieurs stimulations éloignées et de même intensité. Donc ils vont donner plusieurs contractions. À la fin, on aura une diminution de l'amplitude des secousses, c'est-à-dire la fatigue musculaire. Petit d, l'avant-dernière, plusieurs stimulations très rapprochées. Alors plusieurs stimulations très rapprochées, ça ne peut correspondre qu'à petit 2, fusion complète des secousses. Et bien sûr, dernière, seuil d'excitabilité, c'est
premières secousses sont enregistrées. Et bien sûr, on peut répondre de la manière de l'examen national sous forme de couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre les aspects mécaniques de la contraction musculaire. Les autres aspects, on va les aborder dans les prochaines vidéos, Inch'Allah.